ce patron de petit restaurant. Observez la manière dont le langage du corps est absolument sans aucune défense et dont la présence est particulièrement entière, sincère et sans aucun artifice. Pour obtenir ce type de photo, il faut savoir exactement ce que vous êtes en train de faire pour inspirer la confiance qui permet aux gens de faire face à quelqu'un qui les prend en photo sans qu'il y ait ce mouvement naturel de défense ou de construction d'écran protecteur pour ne pas montrer sa vérité telle qu'on est. Et puis il y en a qui en ont complètement rien à faire aussi, et ce qui facilite considérablement la tâche en l'occurrence. Et donc toute cette démarche finalement de réflexion sur la question de savoir ce qu'est un photographe de rue, comment il doit être, comment il doit se présenter dans l'espace public, comment il doit se confronter à ce sujet que j'ai développé au cours de toutes ces années. Là vous avez par exemple vous pouvez avoir une double lecture de ces deux images, au sens où là on est confronté à des Taïwanais stylisés, c'est-à-dire avec une certaine idée de la mode, avec un des très rares jeunes qui sont dans ce livre en photo. C'est pas que je suis anti-jeune, pas du tout. Mais une chose que j'ai remarqué, que je trouve assez intéressante, c'est que dans les rues de Taipei, finalement, alors comment je choisis mes personnages? C'est très simple. C'est que je suis habité par des milliers d'histoires que font naître en moi l'état de cette ville et que j'essaye de faire porter par des personnages. Donc, en général, je compose ma photo de la manière suivante, je choisis un paysage urbain qui me parle, qui me raconte l'histoire que je veux raconter, que j'ai déjà imaginée et que je transporte depuis ma plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi je suis venu à Taipei, c'est parce que finalement Taipei a la capacité de me renvoyer le reflet de ces histoires que je nourris complètement imaginaires comme un enfant. Et quand j'ai ce paysage, ce background, et que pour animer la photo il faut quand même y inscrire un personnage, y accrocher une présence, après avoir fait mon cadre, je peux attendre 1 heure, 2 heures, ça m'est arrivé, des fois 5 minutes, des fois 20, que la bonne personne arrive, portant sur ses épaules, de par sa démarche, de par son accoutrement, de par son style, de par sa présence, l'histoire que je veux raconter. Et c'est le cas de ces deux habitants de Taipei. Donc cette espèce de présence stylisée complètement fascinante pour moi, parce que on ne voit pas ça en France. Et c'est pas de l'exotisme mal placé, c'est que ces gens-là, avec l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes et qu'ils ont la bonté de m'offrir, quand je les approche avec mon appareil photo, m'offrent des histoires qui correspondent à celles que j'entretiens dans mon crâne depuis tant d'années. Alors tout le monde ne peut pas se faire photographier effectivement, mais cette photo pour moi résume toute l'élégance humaine qu'ont les Taïwanais, alors qu'ils habitent dans une ville complètement inqualifiable sur le plan de sa beauté. C'est que plutôt de me crier dessus, de m'engueuler, etc., comme le ferait un grand nombre de Français par exemple, sans vouloir faire de mauvais esprits, et ben cette dame a eu simplement l'élégance d'un geste tout à fait simple et quotidien, de masquer son visage qui, du coup, prend une forme tout à fait intéressante sur cette photo. Et donc, toutes ces réflexions, toute cette démarche a finalement pris un temps important jusqu'à ce que la nuit tombe, qui est le 4e chapitre. Donc il y a Taipei de jour, mais il y a aussi Taipei de nuit. Et ce qui est fascinant à Taipei, c'est que le Taipei de jour et le Taipei de nuit sont deux mondes parallèles qui parfois, aux petites lueurs du matin bleu, ont une heure de correspondance qui disparaît très vite. Et à une époque où j'avais encore 2 emplois, il fallait que je sorte le vendredi soir pour rejoindre
une radio où j'étais journaliste, et où je faisais des émissions en pigiste, souvent le vendredi soir tard. Donc j'ai commencé à prendre l'habitude, dès 2007 en fait, à faire le chemin à pied. Parce qu'il faut marcher les villes pour les comprendre, pour les connaître. Et donc, je partais de Shantou Temple, où était mon premier bureau, pour arriver à Yuanshan, où était mon deuxième bureau. D'abord tout droit, parce que je ne connaissais pas, puis après en faisant quelques zigzags, puis après en multipliant les possibilités. Et je me suis mis à photographier la nuit, comme ça, jusqu'à ce que je décide d'abandonner mon deuxième emploi à Yuanshan, où là je n'avais plus d'objectif à atteindre pour aller faire mes émissions de radio. Et donc du coup s'ouvrait à moi un gigantesque paysage nocturne que j'avais tout le loisir de visiter, de travailler, dans lequel je pouvais me perdre avec une ivresse effrénée, vu qu'on est dans un pays totalement sûr. Et donc, je me suis donc perdu dans les nuits de Taipei, en photographiant cet autre monde, cette autre dimension de Taipei, cette autre vie. Sur le plan technique, pour ceux que ça intéresse, j'utilise un Nikon F3 à mesure de lumière centralisée. C'est-à-dire qu'en faisant la mesure de lumière sur le néon, ça permet de créer un halo de lumière qui, du fait de la mesure de lumière qui est donc forte du fait de la source, permet de plonger dans l'ombre toutes les autres parties qui sont même moins éclairées. L'autre chose à noter, et c'est particulièrement intéressant, c'est qu'en Asie, contrairement en Occident, ce sont des néons à lumière blanche qui sont utilisés. Ce qui, en noir et blanc, produit un effet esthétique tout à fait adapté au grain de la pellicule, en l'occurrence Tri-X 400 ISO, Kodak Tri-X 400 ISO. Et donc c'est ce qui permet de créer ces ronds de vie, ces halos de vie, dans la noirceur nocturne, et qui permet ensuite d'inscrire un personnage dans ce halo de lumière blanche produit par des néons qu'on ne trouve qu'en Asie. C'est pour ça que ce chapitre s'intitule Les néons dans la nuit. Avec, comme ça, des ambiances qui rappellent ce que tu disais, Bruno, sur l'association de la ville à une scène de théâtre où se joue le drame des existences. Du temps qui passe, des existences qui passent et des pierres qui restent. Et donc j'ai pris l'habitude, le vendredi soir, de partir me perdre dans l'immensité urbaine de Taipei et de New Taipei pendant des heures jusqu'au petit matin. C'est comme ça que je me suis retrouvé à marcher par 200 à 300 km par mois, sans faire exprès. Parce que tous les vendredis soirs, j'avais besoin de ce moment de solitude urbaine où je me retrouvais et où je n'étais plus que le seul maître à bord, et j'avais la maîtrise totale des histoires que je voulais raconter, des histoires que je voulais partager, et où je me retrouvais à dessiner des images d'un monde qui me plaisait de penser, d'imaginer et de créer. Donc, et en parlant des mondes parallèles, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont expérimenté ça, mais il y a toute une galerie de personnages absolument fascinants, avec ce qu'on appelle, nous les Français, dans un langage un peu châtié, des gueules, littéralement, notamment les livreurs de porc qui sillonnent la ville dès 3 heures du matin pour livrer les porcs entiers sur tous les marchés traditionnels de Taipei, avec les artisans bouchers qui débarquent sur leur moto diesel pour venir découper à coups de hachoir qui résonnent fortement dans la nuit, alors que les bonnes et honnêtes gens sont plongés dans un sommeil profond, découpent les porcs à coups de hachoir. C'est un rapport à la masse de l'animal qui est musculaire, physique, quasi sportif. Ils découpent comme ça ces centaines de porcs qui, toutes les nuits à Taipei, entre 3h et 4h du matin, sont livrés sur les marchés traditionnels pour être vendus dès 6h du matin. Et ça fait partie
de cette espèce de monde parallèle de Taipei, plongé dans la nuit, qui est absolument fascinant, dont on ne soupçonne pas l'existence tant qu'on n'a pas pris la peine de veiller aussi tard et de traverser ces quartiers qui, oui, de nuit, prennent un côté magique et une beauté qui finalement, une fois qu'on a accepté de la regarder directement, eh ben, diffuse une magie, une poésie dont je suis tombé amoureux en quelque sorte. Puisque au bout de 15 ans, je suis toujours là. Non, je serais parti. Donc ce qui est fascinant, c'est que les temples cohabitent dans les marchés où les cochons sont livrés, sont découpés à coups de hachoir à 4-5 heures du matin, avant les premières lueurs du jour et l'arrivée du boucher qui va vendre la viande déjà découpée. Ça, c'est une photo qui fait la couverture d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Histoire au coin de la rue de Taipei, qui a été publié par l'Asiatech en France. Et ils ont choisi cette photo comme couverture, qui est une source de fierté non dissimulée pour moi. Ah, petit problème de téléchargement. Ça, par exemple, c'est une photo que j'ai prise à 5 heures du matin, aux premières heures du jour, pas celle-ci, hein, je parle de celle-ci, où c'est à Roy-Chitier, qui abrite un certain nombre d'établissements, on pourrait qualifier pudiquement de plaisir, n'est-ce pas? Et donc voilà, ça résume pour moi toute la magie, tout le plaisir, toute la poésie de ces photos. J'étais au coin de la rue, j'ai vu ces trois personnages arriver, j'avais déjà choisi mon cadre, cette rue humide, par la pluie et la bruine pluvieuse du matin, le camion avec les phares allumés, mais de manière relativement douce, avec cette perspective sur le Taipei qui est tellement illisible. Ils sont arrivés comme le long de cette ruelle. Le client du karaoké complètement ivre, au point qu'il ne pouvait plus marcher tout seul. Son acolyte de nuit suspecte. Et cette charmante dame, n'est-ce pas? Quand ils sont arrivés comme ça, moi évidemment, j'ai regardé la femme, n'est-ce pas? On peut m'accuser de tous les mots, mais enfin. Évidemment, elle a fait semblant de ne pas me voir, etc. Et ils se sont engagés dans cette rue que j'avais définie comme le réceptacle de mon histoire. Et comme j'avais dû la regarder quand même avec un peu trop d'insistance, n'est-ce pas? Je crois à 5 heures du matin, on ne sait plus trop. Brusquement, elle s'est retournée. Et elle n'avait pas du tout pensé que j'étais prêt à déclencher. Et quand je vous parlais de cette fameuse seconde de plaisir infini qui vaut toutes les heures de marche, toutes les fatigues, tous les échecs, tout l'argent gaspillé dans des pellicules ratées, et là, pour ce type de photo, où en l'espace d'une seconde complètement atemporelle, que vous avez l'immense privilège de figer en un clic, vous avez un partage d'une beauté exceptionnelle, enfin d'une beauté qui moi m'émeut, avec un habitant, une habitante en l'occurrence de Taipei. Et ça, cette seconde unique, ça vaut tout le reste. Vous la reconnaissez? Donc, c'est une photo qui date de 2012 ou 2013. Ou à l'époque, Madame Tsai n'était pas encore aux fonctions qu'elle occupe aujourd'hui. Et dans ce livre, donc, ce sont des photos que j'ai prises durant depuis 2010 jusqu'à 2016. Et on a convenu d'un commun accord avec mon éditrice de ne pas dater les photos pour éviter que la démarche que j'ai construite, avec la taille des personnages et le rythme que j'ai construit, ne soit polluée par des références datées
qui en fait produirait des va-et-vient sans cesse, puisque cette photo, par exemple, date de 2012 ou 2013, et celle-ci peut-être de 2014. Alors c'est un hasard qu'il y ait une progression en termes de date, mais ce n'est pas toujours le cas. Et le 5e chapitre de ce livre donc, est consacré à ce qui fait aujourd'hui l'objet de tous mes regrets, souvent douloureux, dans le sens où cette ville que j'ai passé autant d'années à comprendre, à lire, pour finalement aimer et chérir, parce que j'en avais fait le réceptacle de mes histoires, le réceptacle de mes fictions, et j'en avais fait en quelque sorte ma vie, ma maison, a commencé à partir en fumée avec un sujet très politique pour lequel je n'ai pas de solution, qui s'appelle, évidemment, vous savez, le token, c'est-à-dire le fait que, pour des raisons soit économiques, soit sociales, soit purement spéculatives, le vieux Taipei disparaisse sous les coups des bulldozers, et petit à petit, enfin, c'est une problématique qui me tient beaucoup à cœur, parce que ça pose aussi la question du rapport donc, aux pierres qui restent. Ça pose la question aussi de sa mémoire personnelle. Parce que finalement, je me suis aperçu qu'en arrivant en 99 ici, et en passant autant d'années à essayer de comprendre et d'aimer cette ville, j'avais finalement gravé dans ces murs ma propre histoire, mes propres émotions. Et les voir comme ça disparaître du jour au lendemain sous des coups de bulldozer, pour des raisons parfois tout à fait contestables, qui se limitent à des questions de spéculation foncière, pour moi sont la source d'une grande tristesse dont j'ai voulu parler dans ce 5e chapitre, avec tout ce vieux Taipei qui en fait disparaît progressivement mais sûrement pour être remplacé par des édifices qui n'ont aucune profondeur culturelle, identitaire, mis à part les parkings et les dispositifs antisismiques. La profondeur des fondations est inversement proportionnelle à la profondeur culturelle de ces nouveaux habitants. Alors évidemment, beaucoup de Taïwanais m'ont dit « Mais enfin, vous êtes bien gentil, monsieur Kilian, mais on ne va pas vivre dans des taudis pour vous faire plaisir, pour que vous puissiez les prendre en photo par la suite. » Vous comprenez bien. Et ça, je veux bien comprendre. Et je veux bien insister sur une chose ici, c'est que je n'ai pas de prétention politique à réformer la politique de la mairie de Taipei en matière de régénération urbaine ou de réaménagement urbain, ou etc., etc. De mon point de vue d'artiste, de mon point de vue d'être humain, d'habitant de Taipei maintenant, je ne peux que constater avec tristesse le fait que cette politique soit appliquée avec finalement ce que j'interprète comme une violence affective que l'on subit. Parce que comme je le disais, j'ai inscrit sur ces murs mon histoire. Et m'arracher de mon histoire que j'ai voulu écrire sur ces murs, produit en moi finalement une forme de violence dont je suis, sans vouloir faire de misérabilisme, la victime. Et c'est cette évolution de Taipei que je regrette profondément, parce que finalement, d'une certaine manière, les Taïwanais qui n'ont jamais eu confiance en la beauté que diffusait leur ville, que moi je me suis acharné pour des raisons quasi thérapeutiques à découvrir, pour être bien dans le projet que je m'étais fixé, mon projet de vie à Taïwan, disparaissait au profit de choses encore plus terribles qui finalement me ramenaient au niveau zéro de mon histoire à Taïwan. Et certainement au niveau zéro de l'histoire de beaucoup d'habitants de Taipei. Dans la mesure où d'un cri de crayon, on efface la ville, son histoire, son identité, une partie de son visage. Et c'est les réflexions que je nourris dans le 5e chapitre du livre, où j'explique que, enfin je déplore
cette évolution, en évitant soigneusement de condamner trop ouvertement, n'est-ce pas, comme l'ont appris les Taïwanais. Mais quand vous voyez cette affiche, qui est une affiche de la campagne municipale pour ce candidat du parti du Kuomintang, qui s'invente une identité de PDG pour gérer la ville de Taipei, qu'il promet, enfin là on voit pas très bien, mais je vous promets que si vous achetez le livre, vous pourrez lire clairement que vous pouvez, qui promet un Taipei sans aucune limitation en termes de hauteur, qui permet une régénération totale. En fait, c'est l'année zéro des Khmer Rouge, en quelque sorte, de Taipei. C'est ce type de mercantilisme foncier qui, à mon sens, tue Taipei et tue cette beauté unique qui est certes non évidente, mais qui crée tout le charme de cette ville.